À l'aube, avant même que le soleil ne perce au-dessus des montagnes, un porteur laisse tomber un tapis roulé sur la pierre froide. Le choc résonne longuement sous les voûtes de briques, comme un signal que la journée peut commencer. Un à un, les commerçants soulèvent leurs volets de bois et la lumière du jour s'infiltre par les ouvertures du toit, tombant en lames obliques sur les étals encore vides. Nous sommes à Tabriz, dans le nord-ouest de l'Iran, là où ce dédale de commerce a servi pendant des siècles de carrefour à la route de la soie. L'UNESCO reconnaît aujourd'hui ses boutiques, ses cours intérieures et ses écoles comme un système social et commercial toujours vivant, toujours actif. Pour comprendre ce que ce lieu a traversé, il faut d'abord se demander d'où vient, au juste, cette puissance discrète de l'économie iranienne, où se sont préservés les traits les plus singuliers de la culture et du peuple iranien. Et si, réellement, les marchands ont un jour pu tenir tête au pouvoir de l'État? Les réponses se trouvent à l'intérieur de ces bazars cachés d'Iran. Des siècles se sont écoulés, des empires se sont levés puis effondrés. Mais ces bazars, eux, sont restés toujours essentiels, toujours porteurs du souffle économique et culturel de l'Iran. Ce sont eux qui ont protégé un centre névralgique de la route de la soie lorsque les routes de montagne se fermaient sous la neige. Eux encore qui préservent les trésors artisanaux du pays, les tapis somptueux de Tabriz, les bijoux d'argent finement ciselés, les filaments rouges et vibrants du safran et ce parfum de rose entêtant qui flotte dans l'air comme une promesse. Mais surtout, ils protègent la dignité et la beauté du peuple iranien, quel qu'en soit le prix, même lorsqu'il a fallu, parfois, fermer les marchés et suspendre les échanges. Rien ne pourrait remplacer ces bazars. Sans eux, l'Iran ne serait tout simplement pas ce qu'il est aujourd'hui. Laissons-nous porter à travers le temps dans quelques-uns des bazars les plus secrets du pays pour découvrir comment ce peuple et cette culture ont su, siècle après siècle, se réinventer sans jamais se perdre. À l'intérieur du caravansérail de Tabriz, un marchand déroule un tapis tissé à la main. Non loin, un réparateur consolide un bord usé par le temps. Un acheteur presse la laine entre ses doigts, retourne l'ouvrage, interroge sur l'atelier d'origine. Le marchand répond sans détour, car ici, la réputation soutient chaque transaction bien plus que n'importe quel contrat écrit. Un artisan plus âgé montre à son apprenti comment corriger un nœud mal formé, puis un porteur plie le tapis, noue le paquet et l'emporte à travers le passage voûté. Ces travailleurs de l'ombre reçoivent rarement le regard des acheteurs, et pourtant, ce sont eux l'âme véritable du bazar. Mais qu'est-ce qui a permis à ce lieu de survivre plus longtemps que les gouvernements qui, tour à tour, l'ont contrôlé? Marchands, autorités municipales et équipes du patrimoine ont uni leurs forces pour mener d'importantes restaurations à travers tout le complexe. La communauté tout entière a soutenu un vaste programme de réhabilitation qui a su préserver l'activité commerciale sans jamais l'interrompre vraiment. Ce travail collectif leur a même valu le prix Aga Khan d'architecture. Le soir venu, la lumière rase le sol, tandis que les marchandes baissent leurs rideaux. Les derniers clients partis, les employés de nettoyage, reprennent le flambeau en silence. Puis vient Zanjan, où les seuls bruits qui percent avant le lever du jour sont ceux du métal qu'on frappe. Des étincelles jaillissent sur les établis noircis. Le cuivre résonne sous les voûtes de briques. Le bazar de Zanjan s'étire à travers la ville, entre ses ruelles, ses anciens caravansérails et ses étals de nourriture. Ici, les forgerons perpétuent un art étroitement lié au célèbre couteau de la ville, chaque lame portant en elle un savoir-faire pratique autant qu'une identité locale bien vivante. Un forgeron chauffe une ébauche d'acier jusqu'à ce que sa surface rougeoie d'orange. Son compagnon maintient la pièce pendant qu'il maîtrise chaque coup de marteau. Chaque frappe amincit l'ébauche et dessine peu à peu la lame future. Il juge la température rien qu'à la couleur du métal, comme ses ancêtres avant lui. Un client apporte un vieux couteau et demande qu'on préserve son manche usé par des années d'usage. L'artisan vérifie l'alignement avant de refroidir puis d'affûter le tranchant. De l'autre côté de la ruelle, des orfèvres tirent l'argent en fils d'une finesse extrême. Ils courbent chaque brin, composent des motifs serrés, soudant chaque jointure à la main. Les outils de métal tapotent doucement le bois. Le Conseil mondial de l'artisanat a d'ailleurs reconnu Zanjan comme ville mondiale de la filigrane. Ces métiers reposent sur une confiance tissée entre collègues, clients et apprentis. On y voit ces derniers répéter encore et encore les gestes que leur transmettent les maîtres plus âgés. À midi, le soleil traverse le toit et vient éclairer un plateau d'argent tout juste achevé. Sur l'établi, une fine poussière de limaille reste, témoin silencieux du travail accompli.
Sous les longues voûtes du grand bazar de Téhéran, le rythme change. Plus rapide qu'à Tabriz, moins mesuré qu'à Zanjan. Des filaments rouges de safran luisent sous le verre des bocaux. Des pétales de rose parfument les trois passages et le cardamome suit chaque chariot qui se fraye un chemin dans la foule. Le grand bazar de Téhéran est un immense marché couvert, niché au cœur historique de la capitale iranienne. Plus de 10 km de galeries abritent des boutiques regroupées par spécialité, aux côtés de mosquées, de caravansérails, de restaurants et de banques. Au-delà du simple commerce, ce bazar a longtemps façonné la vie sociale de Téhéran au point de rester aujourd'hui encore une communauté vivante et puissante. Le safran en est le premier symbole. Ce n'est pas simplement une épice, c'est de l'or rouge, l'essence même de la terre persane qui a dû endurer le soleil brûlant pour libérer son parfum si exquis. Un vendeur de safran ouvre 2 boîtes et les tente aux acheteurs. Ceux-ci examinent la couleur, respirent l'arôme, vérifient la sécheresse des filaments. Puis, le vendeur pèse avec soin quelques brins précieux. Non loin de là, le propriétaire d'une Atari, ses boutiques d'herboristerie traditionnelle, fait glisser un vieux tiroir. Racines, graines et fleurs séchées recouvrent le comptoir. Ces échoppes, uniques en leur genre, comptent parmi les trésors culturels à ne pas manquer dans le grand bazar. Mais peu de gens savent que le bazar de Téhéran porte aussi en lui une mémoire politique. En 1905, les autorités ont fait battre des marchands de sucre à la suite d'un différend sur les prix. Ce châtiment a contribué à déclencher des protestations plus larges qui allaient mener au mouvement constitutionnel. Les marchands ont alors fermé ces mêmes galeries pour faire pression sur le pouvoir et défendre les revendications populaires. Et ils ont fini par l'emporter. Aujourd'hui, le marché a rouvert ses portes et incarne plus que jamais la culture commerciale traditionnelle propre à Téhéran. On peut se demander, en marchant sous ses voûtes, combien de lieux de commerce ailleurs dans le monde ont un jour porté, eux aussi, le poids d'une révolution. Sous les voûtes de briques du bazar de Kashan, un marchand débouche une bouteille transparente. Le parfum se répand aussitôt jusqu'aux étals de tapis voisins. L'essence d'une nouvelle récolte vient d'arriver au marché, enfermée dans ce petit flacon d'eau de rose. Le bazar de Kashan a longtemps desservi le centre de l'Iran et relie encore aujourd'hui boutiques, cours intérieures et chambres d'hôtes. Le Timché Amin al-Dawleh ancre son cœur le plus animé. La lumière filtrée tombe sur les comptoirs et les marchands discutent sous l'immense dôme. L'eau de rose, l'article le plus emblématique de ce bazar, relie ce marché au village agricole situé au sud de Kashan. Mais pour vraiment comprendre ce parfum si particulier, il faut voyager quelques kilomètres plus au sud. Là, à Kamsar, des cultivateurs font pousser des roses de Damas sur une terre de montagne aride. Les familles entrent dans les champs avant le lever du soleil, pendant que l'air reste encore frais. Les paniers se remplacent de vêtements et les enfants rapportent chez eux de plus petites charges. Les distillateurs traditionnels mêlent les pétales fraîchement cueillis à de l'eau dans de grands chaudrons de cuivre. Les ouvriers scellent chaque couvercle et surveillent le feu en dessous. Des tuyaux de métal conduisent la vapeur vers des récipients de refroidissement. À midi, un ouvrier tient une bouteille contre la lumière du pas de la porte. Le liquide reste limpide. Derrière lui, les chaudrons de cuivre continuent de libérer leur vapeur. L'eau de rose produite à Kamsar est si estimée qu'elle est choisie pour laver et parfumer la Kaaba à la Mecque, et le bazar de Kashan porte cette eau de rose bien au-delà des champs de montagne. Quelques semaines d'un travail minutieux se transforment ainsi en parfum, en moyen de subsistance et en souvenir transmis de génération en génération. On imagine sans peine ces familles qui, chaque année, refont les mêmes gestes que leurs parents avant eux, et l'on se surprend à se demander ce que l'on choisirait, soit de transmettre ainsi à travers le temps. Un autocar quitte Kashan avant l'aube. La route grimpe régulièrement. Shiraz attend. De l'autre côté des montagnes, le bazar de Vakil accueille les voyageurs sous ses voûtes de briques. Karim Khan Zand avait commandé la construction de ce centre commercial au XVIIIe siècle. Le passage s'ouvre sur la cour Sarayet Moshir, une cour d'époque Qadjar qui jouxte le bazar de Vakil. Le soleil atteint le bassin central tandis que les orangers adoucissent la brique environnante. C'est ici que l'art de la marqueterie de bois, le khatamkari, maribois, os et métal sans incrustation d'une précision extrême. Les ateliers de Shiraz appliquent ces fines sections sur des boîtes, des cadres et des instruments de musique. Les plus grands ateliers décorent aussi des meubles entiers.
Entrer dans l'un de ces ateliers, c'est pénétrer derrière la cour, dans un espace où une fine poussière recouvre chaque établi. Un artisan et son apprenti assemblent de minuscules baguettes de contreplaqué, de cuivre et d'os de chameau en faisceaux de prismes polygonaux parfaitement symétriques. Puis, ils les tranchent en lamelles aussi fines que du papier pour les coller sur des boîtes de bois ou des instruments de musique. Chaque millimètre de bois katam contient des centaines de minuscules pièces, un témoignage de la patience infinie du peuple persan et de sa quête d'une perfection absolue. Un marchand porte ensuite les pièces achevées vers le bazar. L'artisanat entre dans le commerce par les mains même de ceux qui l'ont créé. L'après-midi venu, l'artisan et son apprenti referment leur tiroir à outils près de la boîte terminée. Le soleil couchant baigne la cour d'une lumière dorée. Demain, une nouvelle journée commencera et de nouveaux objets uniques naîtront, encore une fois, de leurs mains. Pour mieux comprendre les réseaux commerciaux anciens à l'origine des marchés iraniens, il faut remonter le temps jusqu'à Persépolis. Darius Ier fonda Persépolis vers 518 avant notre ère. Que transportait-on sur ces routes, bien avant que les bazars n'en remplissent les ruelles? Des délégations apportaient des tissus tissés, d'autres menèrent des chevaux et des chameaux. Des vases de métal parvenaient jusqu'au palais. Les escaliers de l'Apédana gravent dans la pierre le souvenir de ces arrivées sous forme de processions sculptées. Chaque délégation porte des habits distincts. Les hommes transportent les produits de leur région vers la cour royale. Commerce et diplomatie empruntent alors le même chemin. Au-delà de ces cadeaux sculptés, des tablettes d'argile révèlent le fonctionnement quotidien de ce système. Les administrateurs consignaient le grain, le vin, le bétail. Des sceaux authentifiaient chaque livraison. Des ordres écrits dirigeaient les provisions le long des routes reliant Persépolis aux établissements environnants. Ces archives montrent que l'échange impérial reposait autant sur une comptabilité rigoureuse que sur l'éloignement des routes elles-mêmes. Le vent balaie aujourd'hui les marches vides. La lumière du soleil quitte lentement la procession sculptée. Persépolis change l'échelle du récit du commerce iranien. Ce site révèle les réseaux plus anciens qui se cachent derrière les bazars d'aujourd'hui. Long de 560 mètres environ et large de 160 mètres, s'étendant sur près de 9 hectares, la place Naqsh Jahan domine le centre d'Ispahan. Shah Abbas Ier, qui régnait de 1588 à 1629, fit créer cette place au début du XVIIe siècle. 2 niveaux d'arcades encadrent l'espace ouvert. Le palais d'Ali Kapu s'élève le long du côté ouest. Des mosquées commandent les côtés est et sud. Les cérémonies de cour remplissaient autrefois cet espace. Des cavaliers de polo traversaient le terrain sous le regard des spectateurs royaux. Les marchands, eux, servaient les besoins quotidiens sous les arcades environnantes. La vie publique se poursuivait ainsi jour après jour entre pouvoir et prière. Des artisans ont recouvert portails et couples de céramique peinte, plaçant de leurs mains d'innombrables fragments sur d'immenses surfaces. De petites irrégularités subsistent encore aujourd'hui, révélant, derrière la perfection du dessin royal, la présence bien réelle de ceux qui l'ont façonné. On peut encore voir des familles marcher le long des bassins centraux, pendant que des jardiniers taillent avec soin les arbres alentours et que les commerçants ouvrent leurs arcades pour disposer leurs marchandises. C'est bien pour cela que cette place compte tant dans notre voyage. Son échelle immense montre comment les souverains safavides ont su réunir dans un même espace le gouvernement, la foi et le commerce. Le bazar Kaysarieh s'ouvre, lui, à côté d'une place royale. Mais ici, à Yazd, le bazar de Khan commence derrière des murs de terre. Les ruelles semblent plus étroites et le commerce s'y déroule dans un silence plus feutré. Le bazar de Khan appartient au réseau commercial historique de Yazd. Les familles du quartier y achètent encore aujourd'hui leurs biens de tous les jours. Le marché suit d'étroites ruelles reliées aux maisons, aux réservoirs d'eau et aux ateliers des plus vieux quartiers de la ville. Mais comment le commerce peut-il seulement survivre sous une telle chaleur? Tout repose sur une architecture aussi ingénieuse qu'efficace. D'épais murs de terre bloquent la lumière directe du soleil. Toits voûtés et passages couverts protègent les habitants de l'ardeur du désert. Le termé compte parmi les textiles traditionnels les plus précieux de Yazd. Les artisans y tissent ensemble soie et laine, souvent en y intégrant de gracieux motifs en forme de larmes dites bodets. On le retrouve dans les vêtements lors des fêtes familiales ou dans les cérémonies domestiques préparées avec le plus grand soin.
Approchons-nous du métier à tisser. Un tisserand appuie sur les pédales de bois pendant que ses mains guident des centaines de fils étroitement disposés. Peu à peu, l'étoffe éclatante commence à y apparaître. Dehors, Yaz se dessine à travers des murs aux teintes de terre discrètes. Mais à l'intérieur du bazar, une simple pièce de tissu termé révèle soudain un rouge profond, un or chaleureux, un vert intense. Dans le bazar de Cannes, le commerce suit le rythme plus lent de la vie du désert. Plus qu'un lieu de vente, ce bazar protège les savoir-faire et les liens qui, depuis des générations, font vivre les familles du quartier. Quittons un instant l'agitation des marchés pour plonger plus profondément dans la vie spirituelle du peuple iranien. Avant que l'Iran ne retrouve le fil du commerce, la mosquée Nasir al-Mulk offre un passage plus silencieux. Cette mosquée Qajar a ouvert ses portes au 19e siècle. C'est Mirza Hassan Ali Nasir al-Mulk, un notable de la famille Kavam, l'une des familles les plus influentes de Shiraz, qui en commanda la construction. Des artisans en ont recouvert les salles de verre coloré et de céramique rose, dont les motifs floraux distinguent ce lieu des surfaces bleu cobalt d'Ispahan. Dehors, Shiraz s'agite, des charrettes s'engagent dans les rues voisines, mais à l'intérieur, chacun semble naturellement baisser la voix et adoucir son pas. Un gardien redresse les tapis, vérifie les portes. Certains choisissent de prier près des fenêtres, dans les espaces les plus calmes. Nasir al-Mulk offre aux Iraniennes bien plus que la beauté. Elle donne aux fidèles un espace pour ralentir, rassembler leurs pensées, se sentir plus proche de Dieu. Sa lumière changeante rappelle à beaucoup de visiteurs que la foi peut apaiser jusqu'au cœur du quotidien le plus ordinaire. Ici, la beauté approfondit la dévotion, apporte la paix dans les moments difficiles et renouvelle l'espoir à travers les générations. Un dernier rayon de lumière rouge traverse un tapis vide. La poussière danse à travers lui et la pièce reste silencieuse. Après le silence coloré de Nasir al-Mulk, le voyage se tourne vers l'est en direction de Kerman. Les bruits du marteau reviennent. Le cuivre frappe le cuivre. Le grand bazar de Kerman surgit aussitôt. Sous la période safavide, le gouverneur Ganjali Khan fit bâtir ce complexe civique autour d'une place publique. Des allées de bazar couvertes traversèrent la cour ouverte. Les bâtiments voisins servaient aux bains, à la prière, à l'hébergement. Les marchands travaillaient aux côtés de ces services communs. Comment une seule place peut-elle ainsi relier le commerce aux soins de la vie quotidienne? La réponse tient dans la manière dont Ganjali Khan fut pensé comme un ensemble civique complet. Les habitants pouvaient se rendre au bain, les voyageurs trouver le repos tout près et les marchands revenir facilement à leurs échoppes. Au lieu de séparer le commerce des besoins du quotidien, la place réunissait tout cela dans un même espace protégé. Les artisans de Kerman façonnent le cuivre martelé. Leurs ateliers produisent bols, plateaux, marmites. Les familles s'en servent chaque jour. Les boutiques du bazar vendent les pièces achevées. Approchons-nous d'un de ces ateliers. Un dinandier pose une feuille de cuivre rougeoyante sur l'enclume. Son marteau retombe encore et encore. Le métal se courbe. Les murs sombres renvoient chaque coup à travers la ruelle. Pendant ce temps, des porteurs traversent la place chargés de paquets et les commerçants échangent des salutations d'un étal à l'autre. D'autres bazars préservent le commerce à travers leurs ruelles animées. Kerman, lui, y ajoute le soin partagé, la réparation, l'espace commun. Ici, les gens gardent le patrimoine vivant en le vivant ensemble, génération après génération, à travers les jours les plus ordinaires. Savez-vous ce qui se tenait derrière les bazars d'Iran bien avant même qu'ils n'existent? Des routes de montagne, des bêtes de somme chargées, des voyageurs transis de froid. Le caravansérail de Yam a maintenu la route en vie. Il se dresse près de Mianeh à environ 55 km de Tabriz. Construit sous les Safavides, puis restauré plus tard sous les Qajars, ce complexe est devenu l'un des plus vastes caravansérails du nord-ouest iranien. Les caravanes entraînent par une seule porte gardée. 4 iwan faisaient face à la cour. Des entrepôts protégeaient textiles, ustensiles de métal, nourriture et autres marchandises contre la neige, le vol et les intempéries soudaines. Les marchands dormaient dans les chambres environnantes, pendant que les animaux se reposaient dans les écuries derrière eux. Les hôtes préparaient une nourriture simple à l'intérieur des pièces, en concentrant en un seul lieu l'abri, la sécurité, le stockage et la communication. Yam permettait ainsi aux caravanes de traverser un dangereux corridor montagneux sans jamais rompre la chaîne commerciale.
Pourtant, Yam pose une question difficile. Une restauration peut-elle protéger un monument tout en affaiblissant, dans le même geste, sa valeur de témoignage historique? Peut-être pas entièrement, puisque l'UNESCO a exclu Yam de la liste des caravansérails persans inscrits, les experts ayant relevé des interventions modernes ayant réduit son authenticité. Cette décision offre une leçon importante à ceux qui ont mené la préservation de ce lieu. La conservation exige de la prudence, de la retenue, une documentation honnête. On pourrait presque se demander à ce sujet où se situe la juste limite entre sauver un lieu et le trahir. Yam a offert aux voyageurs d'autrefois chaleur, sécurité et savoir partagé. Aujourd'hui encore, il révèle le réseau humain qui se cache derrière chaque bazar animé. Le commerce a commencé par des hommes qui se protégeaient les uns les autres, bien avant que la moindre marchandise n'atteigne le moindre comptoir. Des pièces de monnaie égyptienne ont refait surface ici. De la porcelaine chinoise a traversé les continents pour y parvenir. Des vestiges néolithiques reposent sous la terre. Nous sommes à Ray, forteresse historique de la route de la soie, au sud de l'actuel Téhéran, près de la source de Cheshmeh Ali. Des communautés s'étaient installées près de cette eau dès la période néolithique, puis s'étendirent à travers la plaine bien irriguée. La source soutenait la vie. Ri se dressé au croisement de deux grandes routes. L'une reliait l'Irak à l'Asie centrale, l'autre le golfe Persique à la mer Caspienne. Une citadelle veillait sur la colline, tandis que les vels s'étalaient en contrebas. Les marchés servaient aussi bien les habitants que les marchands de passage. Sous les Seljukids, Ray devint un centre politique et commercial majeur et ses bazars vendaient des marchandises venues de loin. Mais comment un bol chinois et des pièces égyptiennes pouvaient-ils parvenir jusqu'à Ray? Les marchands les faisaient voyager à travers les ports, les routes et les caravansérails. D'autres itinéraires apportaient des monnaies d'Égypte et de Constantinople. L'archéologie confirme aujourd'hui ces distances parcourues. Suivons à présent le flanc de la colline en direction de Cheshmeh Ali, un lieu à l'histoire si riche. Les habitants avaient coutume d'y laver leurs tapis dans ce bassin aux eaux minérales, persuadés que cela faisait ressortir l'éclat de leur couleur. Aujourd'hui pourtant, la source traverse des difficultés. Le bassin est asséché depuis un certain temps déjà et les experts s'interrogent sur des canaux d'eau obstrués et des nappes souterraines en recul. Alors que le vent balaie le bassin vide sous les vieux murs, on aperçoit au loin Téhéran qui s'élève, silhouette immense contre l'horizon. Un mur circulaire s'élève au milieu du désert ouvert. 5 tours arrondies font face au vent. Une seule porte rompt cet anneau de terre. À l'intérieur, le mur brise le souffle du vent. Nous sommes à Zain Odin, à environ 60 km au sud-est de Yazd. Les bâtisseurs safavides l'installèrent sur la route de Kerman. C'est là l'un des 2 seuls caravansérails circulaires encore debout en Iran. Aux côtés du caravansérail de Yam, les voyageurs y trouvaient jadis eau, nourriture et abri gardés. Les caravanes reliaient ainsi les producteurs les plus isolés aux acheteurs des villes. En franchissant l'entrée, la cour dérobe aussitôt la vue du désert environnant. Une cour à 12 côtés occupe tout l'intérieur et les chambres des hôtes s'ouvrent vers ce centre partagé. Le plan circulaire maximise la résistance aux tempêtes de sable qui soufflent du désert de tous les côtés et supprime tout angle mort, permettant aux gardes de repérer facilement les intrus à distance. Son mur continu défendait hommes, animaux et marchandises tout au long de voyages périlleux. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent se tenir entre cette cour close et le plateau à découvert. Là où les bazars animés révèlent l'Iran à travers ses produits, ses négociations, sa vie publique, Zain Odin révèle la protection qui se cache derrière toute cette activité. Il offrait aux inconnus une seule puits de sécurité partagée. Le commerce iranien reposait d'abord sur des lieux où l'on prenait soin du voyage lui-même, avant même de prendre soin des marchandises. Voici le bazar de Reza à Mashhad, près de la rue Imam Reza, tout près du sanctuaire. C'est notre dernier marché en Iran, celui où les pèlerins arrivent généralement après la prière. Le bazar de Reza a ouvert en 1976, près de la rue Imam Reza, non loin du sanctuaire. 6 sections reliées entre elles occupent 2 étages couverts.
Le niveau inférieur concentre les boutiques, tandis que de petits ateliers travaillent à l'étage. Contrairement aux bazars plus anciens d'Iran, Reizo sert une ville de pèlerinage résolument moderne. Les familles y viennent après la prière, à la recherche du cadeau à rapporter chez elles. Les artisans de Mashhad taillent la turquoise de Nijapur, réparent des bijoux, façonnent des bagues. À l'étage, les ateliers transforment les pierres précieuses en souvenirs que l'on peut emporter avec soi. Un artisan stabilise une pierre bleue. Sa meule se met doucement en marche. Elle en ajuste le bord, vérifie la surface, sertit la pierre dans l'argent. Un apprenti observe depuis l'établi voisin. Le maître lui tend la bague. La leçon se poursuit, tout en silence. En bas, le safran luit dans ses vitrines de verre. Les barbéries assombrissent les plateaux voisins. Le sucre candy accroche la lumière des boutiques. Un vendeur ouvre une boîte pour une famille qui revient fidèlement année après année. En fin de soirée, la galerie commence à se vider de sa foule. Les rideaux de fer descendent l'un après l'autre. Un joaillier essuie de ses mains la poussière bleue de la turquoise. Dehors, les lumières du sanctuaire restent visibles comme une promesse tenue. Le bazar de Reiza offre à Mashhad une valeur culturelle durable. Il transforme le pèlerinage en échange, en artisanat, en souvenir. Notre voyage à travers les bazars d'Iran touche à sa fin, même si les liens humains, eux, continuent de vivre. Nous sommes entrés dans des lieux où le travail porte encore intact le poids de plusieurs générations de mémoire. Des inconnus s'y sont rencontrés à travers de simples gestes de confiance et d'attention. Longtemps après que ces galeries se seront effacées de notre souvenir, leur chaleur, elle, restera. C'est peut-être pour cela qu'il est si difficile d'en repartir. Le voyage s'achève, mais sa présence humaine, elle, demeure tout près de nous, et l'on se surprend à se demander, en refermant les yeux sur ces images, ce que l'on garderait si l'on devait un jour choisir un seul de ces bazars pour y revenir une dernière fois.